d'être aussi là avec vous. Et je voulais rebondir sur les mots de Monsieur Baudet tout à l'heure, parce qu'effectivement c'est toujours très fort d'entendre des retours comme ça, quand on a traversé une création, un spectacle sensiblement, et du coup d'entendre des choses, ou en tout cas de partager une expérience où les tout petits sont effectivement dans l'écoute de ce qui se passe. Et donc il y avait des sons, il y avait des ombres, et il y avait du texte. Et il y avait une pièce de théâtre, enfin, voilà, ce dont on va parler effectivement dans le processus du Laboraconte, qui là va se dérouler sous vos yeux et avec vous. Et je remercie tous les participants qui sont là, qui interviendront à partir de 11h. Mais là, pour ce qui est de l'heure, je vais tout de suite passer la parole à Mathilde Faure, qui est chercheuse, donc scientifique chercheuse au Baby Lab de Grenoble, parce que quand on a travaillé à l'organisation de cette journée, il nous a semblé important aussi, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits, d'avoir une parole aussi d'un autre point de vue, qui est scientifique pour le coup. Mathilde, à toi, ça va durer, on s'est donné 1h30 avec voilà, des échanges évidemment à l'issue de la présentation de Mathilde. Merci pour cette belle introduction. Bonjour tout le monde. Je voulais déjà dire que je suis ravie d'être ici. Moi je vais vous présenter un petit peu le côté scientifique de qu'est-ce qu'on raconte aux petits et pourquoi c'est important de faire ce qu'on fait. C'est une présentation, une conférence plénière, mais il ne faut surtout pas hésiter à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Super important, d'accord ? L'idée c'est que ce soit le plus interactif possible. Je vais essayer de me rendre, de répondre à vos questions au moment où vous les posez. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur qu'est-ce qu'on raconte aux tout petits et pourquoi on pense que c'est important pour le développement, notamment le développement du langage. On va commencer par une introduction sur le langage oral, puis le langage écrit, et à quel point ils sont importants pour la réussite académique, le bien-être des enfants et leur avenir. On va ensuite regarder les études interventionnelles, on va voir ce que c'est, qui ont permis de prouver l'efficacité du partage de livres et en quoi c'est important. Je me suis focalisée là-dessus aujourd'hui, mais il y a des choses évidemment qui vont pouvoir recourir, par exemple le théâtre, la musique. Donc on pourra en discuter, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions si vous faites des ponts. On va voir aussi pourquoi ça marche, quels sont les ingrédients nécessaires et fondamentaux, quel est le savoir-faire, quels sont vraiment les mécanismes qui sont importants et qui sont là à garder pour que ça marche, pour que ça sollicite l'attention et le langage des enfants. Et enfin, je profiterai des 2 petites dernières minutes à la fin de la présentation pour vous présenter 2 plateformes que je co-coordonne. Le laboratoire bébé, donc le Baby Lab de l'Université de Grenoble-Alpes, mais aussi le laboratoire des écoliers. D'accord ? On en parlera plus tard, mais ce sont des plateformes qui visent la réduction des inégalités et qui mettent en place des recherches-actions pour réduire les inégalités de 0 jusqu'à 18 ans. Voilà. Donc c'est vraiment un terreau très riche à l'Université de Grenoble. Je représente énormément de chercheurs, évidemment. Je ne suis pas ça toute seule. Donc, introduction, le langage. Alors, le langage oral, puis le langage écrit. Ça, je pense que vous en êtes convaincus. Mais au niveau scientifique, on sait que c'est le premier prédicteur de la réussite académique des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on mesure le langage des enfants très tôt, le nombre de mots qu'ils connaissent, le nombre de mots qu'ils arrivent à dire, des fois ils arrivent à dire des petites choses, et là autour de l'âge de 12 mois, ce sont des mots déformés bien sûr, mais on arrive à comprendre certaines choses, et bien plus ils en disent, meilleure leur réussite académique sera. Et en fait on peut mesurer plein de choses, on peut mesurer l'attention, le développement moteur, ce qu'ils mangent, etc. Le premier prédicteur c'est ça. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est là-dessus qu'il faut appuyer en premier. Pourquoi ? Parce que le langage, c'est la colonne vertébrale de tous les apprentissages. Ça sert déjà à communiquer. Ça, je vous apprends rien. Ça sert aussi à comprendre autrui.
Alors la théorie de l'esprit, l'empathie. L'empathie, vous savez ce que c'est? La théorie de l'esprit, c'est la même chose que l'empathie, mais pas pour les émotions, simplement pour le point de vue. C'est la capacité à adopter le point de vue d'autrui. Donc par exemple, eh bien, ce serait ma capacité à imaginer ce que vous êtes en train de voir, qui est différent de ce que moi je suis en train de voir, et inversement. Vous pourriez imaginer ce que moi je suis en train de regarder. Voilà. Donc c'est un point de vue différent, il peut être visuel, il peut être plus abstrait. Et on sait que cette capacité-là, elle est reliée au développement du langage. On sait aussi que meilleur on est pour parler, meilleur on est aussi pour structurer sa pensée et son raisonnement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, alors pour illustrer un petit peu ça, de manière un peu par la science-fiction, et par du coup un film qui est sorti il y a quelques années, c'était un film américain, où ça s'appelle... le titre en anglais c'est Arrival. C'est en fait, il y a une, je sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est genre des aliens qui arrivent dans un vaisseau qui se pose sur quelque part aux États-Unis. Évidemment, ça se passe aux États-Unis. Et il ressemble un peu à le vaisseau des aliens. Il ressemble un petit peu à la fusée de Tintin. Voilà. Et à l'intérieur, il y a des aliens qu'on voit pas tellement. En fait, c'est des ombres. Ça me fait penser au spectacle qui a eu lieu hier. Et en fait, c'est des aliens qui ont un langage cyclique, qui avec des ronds, et ils font des petites fioritures. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Voilà, ça, certaines personnes. Donc, et il y a une linguiste, donc quelqu'un un peu comme moi, qui arrive et qui essaye de déchiffrer, justement, le langage de ces aliens. Et en apprenant ce langage, vu que c'est un langage qui est complètement cyclique, ça va modifier sa perception du temps. Donc elle va confondre ou en tout cas avoir une perception différente du temps, de l'avenir, etc. Alors ça c'est de la science-fiction, d'accord, mais l'idée c'est que justement cette articulation entre pensée et langage. Et c'est extrêmement important. On sait par exemple que les enfants qui grandissent dans un environnement bilingue où on parle plusieurs langues, donc on a plusieurs mots pour dire la même chose, on peut avoir plusieurs points de vue pour dire la même chose, eh bien eux ils sont un tout petit peu meilleurs. Alors, ce n'est pas des effets qui sont énormes, mais pour aussi adopter le point de vue d'autrui un tout petit peu plus tôt. Donc ça, c'est un autre argument qui ne vient pas de la science-fiction cette fois-ci, qui vient de la science tout court. Donc c'est quelque chose aussi d'extrêmement important pour comprendre autrui. C'est cette notion de théorie de l'esprit, la pensée du raisonnement. Et enfin, de manière beaucoup plus triviale, le langage à l'oral et à l'écrit, c'est le support en fait des apprentissages à l'école, les apprentissages aussi extrascolaires. Et le langage écrit, quand on fait un problème de mathématiques et qu'on a une difficulté en lecture, donc on n'arrive pas à lire l'énoncé, on va échouer en maths, alors qu'on n'a pas de difficulté en maths, mais on a une difficulté pour lire. Voilà. Et justement, je vais vous parler de cette articulation orale-écrit, parce que c'est une des choses très importantes sur le partage de livres, le book sharing, qu'on va travailler avec les enfants et qui va leur permettre de se préparer aussi à l'entrée dans l'écrit. Alors le langage, on peut le définir selon 4 modalités. Le langage, on peut tout d'abord le percevoir, d'accord, l'écouter, le comprendre, et on peut le parler, d'accord, et on peut le faire à l'oral. Donc on va percevoir, comprendre, on peut le parler, puis on peut le faire à l'écrit. Donc on va lire, c'est la compréhension écrite, et on va écrire, c'est la production écrite. Et ces 4 modalités-là, en fait, elles sont extrêmement importantes. Alors évidemment, au début, on va beaucoup travailler l'oral avec les petits puisqu'ils ne lisent pas. Mais quand on va leur lire des livres, ça va aussi les préparer à toute la structuration, tout le langage qu'on utilise à l'écrit qui est différent de celui qu'on utilise à l'oral. Une autre manière de voir les choses, c'est de représenter les choses comme ça, c'est de se dire que quand on... Est-ce que ça marche mon pointeur, vous le voyez? Non, hein, ça ne marche pas du tout. Si? Bon, c'est très petit. Mais voilà. Il faut avoir des bons yeux. Donc en gros, on va beaucoup, et il faut beaucoup travailler tout ça, et ça va préparer à l'écrit. Et justement, les pratiques de book sharing, de partage de livres vont être extrêmement importantes. Alors,
une chose très importante que vous devez savoir par rapport au langage oral et la différence par rapport au langage écrit, c'est que le langage oral, il a été inventé quand même il y a un petit moment. D'accord ? Il a été inventé avec, finalement, le début de notre espèce, le début d'Homo sapiens. Par contre, le langage écrit, c'est beaucoup plus récent. D'accord ? À l'échelle de l'évolution de l'espèce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est important que je vous en parle ici ? C'est pas pour l'aspect archéologique, même s'il y a des choses très intéressantes. Mais moi, ce sur quoi je veux vraiment appuyer, c'est le fait que notre cerveau, il a eu le temps pour évoluer et avoir des outils qu'on a à la naissance pour bien apprendre le langage oral. Il y a des prédispositions. Il n'en a pas pour le langage écrit. D'accord ? Alors évidemment, il y a des choses qui sont liées entre les deux. Donc le langage écrit va bénéficier du langage oral, mais il y a des choses spécifiques à cet endroit-là. Et là, on est obligé de faire un enseignement explicite. On a une instruction qui est nécessaire. D'accord ? Les enfants, ils apprennent à parler. Souvent, il y a plein de choses qu'on ne leur apprend pas de manière explicite. On ne leur dit pas, quand tu fais une phrase, tu mets d'abord le sujet et ensuite le verbe. D'accord ? On ne dit pas ça à un enfant de 6 mois. Mais il y a des langues où c'est d'abord le verbe et ensuite le sujet. Et on ne leur dit pas non plus à ces enfants-là. Mais ils l'apprennent tout seuls. Ils l'apprennent de manière implicite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on, explicitement, leur apprenne tout ce qu'on peut. Mais il y a plein de mécanismes, des prédispositions qui vont aider. Pour le langage écrit, il y en a moins. Donc on va falloir être encore plus explicite. D'accord ? Donc le langage oral, il est caractérisé, vu qu'il y a cette prédisposition cérébrale, il y a un espèce de petit paradoxe, c'est qu'il y a une prédisposition cérébrale, d'accord ? Mais cette prédisposition cérébrale, si on n'a pas de bain de langage suffisant, elle va décliner, elle va être perdue. Ça, c'est ce qu'on appelle en développement une période critique. La période critique, c'est un peu la fenêtre pendant laquelle notre cerveau il est suffisamment plastique, ouvert, réceptif, pour apprendre le langage humain et sa spécificité. Une des spécificités extrêmement importantes du langage humain, c'est pas les mots. D'accord ? On peut apprendre plein de mots à des singes. Ce qui fait la spécificité du langage humain, c'est pas les sons non plus. Sa spécificité, c'est le fait de pouvoir assembler des mots entre eux, ou des notes quand c'est de la musique, pour former une infinité de sens. C'est cette combinatoire des mots qui est fondamentale, qui est la marque de fabrique du langage humain. Et c'est ça que les enfants ne pourront plus apprendre quand ils passent la période critique. Et en fait, si on n'a pas ça, on ne peut pas vraiment parler. Si on ne peut pas combiner les mots entre eux. Ce qu'on va pouvoir communiquer, c'est extrêmement basique. Et ça, on ne peut pas apprendre la syntaxe. La combinatoire des mots, enfin, c'est la syntaxe. On ne peut pas l'apprendre aux singes, on ne peut pas l'apprendre à des corbeaux. D'accord ? Par contre, on peut apprendre des mots isolés. Et en fait, on a vu ça malheureusement avec le cas des orphelins en Roumanie, où pour des raisons politiques, etc., extrêmement complexes, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été envoyés dans des orphelinats, où en fait, en gros, c'était un peu de l'élevage d'enfants en batterie. Hein. C'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Et notamment, eh bien, ce qu'on a remarqué, la première chose qui a été remarquée, c'est que ces enfants n'avaient pas assez de bains de langage, mais de manière extrêmement... c'était extrêmement pauvre. Il n'y avait rien. Donc, il y en a qui se sont laissés mourir, d'accord ? Première chose, parce qu'il n'y avait pas assez de contact social. Et pour ceux qui ont survécu, leur langage est extrêmement pauvre. Il n'y a plus de syntaxe, il y a très peu de mots, etc. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a pu voir qu'il y avait cet effet de la période critique sur l'acquisition de la première langue. Et évidemment, il y a Jack Nelson qui travaille au MIT aux États-Unis et qui fait qui a suivi en fait ces enfants. Et il a regardé la différence entre un orphelinat et faire adopter ces enfants dans des familles. Et il a vu qu'en fait, les différences sont énormissimes pour le langage, pour l'attention, pour la réussite académique. C'est incroyable et ça fait
Au moins, je crois que les enfants ont à peu près 30 ans là. Donc c'est quelque chose de terrible. S'il n'y a pas le bain de langage, s'il n'y a pas de la communication sociale, c'est là, signer le... Enfin voilà, c'est terrible pour ces enfants. Donc, voilà. Si maintenant on s'est placé tout à l'heure au niveau de l'évolution de l'espèce, si on se passe maintenant au niveau de l'évolution de l'individu, donc il y avait, là ça s'appelle l'ontogenèse, d'accord, mais c'est l'évolution de l'individu, donc un enfant qui grandit. Et bien quand on compare la différence entre langage oral et langage écrit, et elle est importante pour nous parce que du coup on ne va pas exactement intervenir de la même manière, il y a une période sensible ou critique au langage oral, c'est pas pour le langage écrit, d'accord? Donc on peut apprendre le langage écrit plus tard. Néanmoins, si on n'a pas de langage oral, on ne pourra pas apprendre le langage écrit. Hein? Parce que ça se repose quand même, le langage écrit sur le langage oral. Il y a une acquisition avec peu d'instructions, avec l'exemple des verbes, des sujets, etc. Même si, encore une fois, quand on a de l'instruction, qu'on a un enfant allophone qui arrive dans notre structure et qu'on lui dit en français, ça c'est une table, ça c'est une chaise, ça va l'aider vachement. D'accord ? Mais cette traduction-là, par contre, c'est très important, elle n'est pas censée environnement, bon langage humain. Là, l'instruction est indispensable pour le langage écrit, on va voir, parce qu'il y a trop de choses, c'est trop difficile, un cerveau il n'est pas prêt pour ça. Et au-delà, l'acquisition est difficile, voire impossible. Et théoriquement, quand on a un bon langage oral, on peut apprendre le langage écrit à tout âge. Voilà. Alors maintenant, après cette introduction sur l'importance du langage et la distinction langage oral et écrit, on va regarder les études qui ont finalement essayé de comprendre, ça sert à quoi finalement de raconter des histoires aux tout petits. Donc ça s'appelle la pratique de partage de livres ou book sharing en anglais. Je vous ai mis les deux termes parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent book sharing même en français. Donc c'est vraiment un mot que vous allez pouvoir retrouver. C'est même utilisé par certains politiques. D'accord ? Donc comme ça, vous avez les deux. Et je pourrais rendre évidemment, si besoin, mon PowerPoint. Voilà, il pourrait être... Voilà, donc vous pouvez écouter. Tout sera donné par la suite en envoyé en PDF. Donc je vous parle d'études interventionnelles. Mais attendez, une étude interventionnelle, ça veut dire quoi? En fait, il y a un problème en sciences. Le problème qui nous obsède, c'est d'établir un lien de causalité. Parce que si juste on mesure le nombre de fois où un enfant voit des livres dans sa journée puis son langage, on ne peut pas vraiment être sûr que l'un a causé l'autre. C'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. On ne peut pas savoir lequel arrive en premier. Et en fait, c'est hyper important pour nous de savoir lequel arrive en premier si on veut mener des interventions. D'accord ? Donc quand on sait juste qu'on voit des corrélations, des liens entre plus un enfant voit des livres, meilleur son langage est, et ça ne nous permet pas de savoir si c'est bien le fait qu'on lise des livres, ou c'est simplement parce qu'il est dans un environnement où on lit des livres, mais aussi on lui parle beaucoup, parce qu'en fait c'est un environnement très, stimulant. Voilà, pour l'enfant. On ne peut pas savoir, c'est impossible à vraiment déterminer. Donc pour régler ce problème de la poule et de l'œuf, alors la poule et l'œuf, je ne peux pas vous dire grand-chose. Par contre, l'histoire des livres et du langage, il y en a qui se sont intéressés à ça. Comment on fait en psychologie développementale, dans les études et puis en sciences de l'éducation. Et comment on teste la relation causale? Et du coup, c'est des recherches-actions avec deux groupes différents. On prend des enfants qui ont un niveau, voilà, donc un niveau de langage. Et puis, déjà, on va tester après l'entraînement. Donc, on va leur donner un entraînement. Et puis, on va voir si ces enfants-là se sont améliorés en langage. Donc, on leur lit plein de livres. On va voir si, à la fin, ils ont un bon langage. Or, en fait, il faut qu'on mesure aussi avant. D'accord ? Pour être bien sûr d'avoir leur progression. Parce que ça se trouve, on a eu de la chance, tous les enfants étaient hyper forts en langage, donc bon, voilà. Mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que qu'est-ce qui se passe entre avant et après? Qu'est-ce qu'on voit ici sur ma flèche?
Qu'est-ce que vous savez des enfants au fur et à mesure du temps? Qu'est-ce qu'ils font? Ils grandissent et donc ils s'améliorent en langage. Parce que s'il y a un bas quand même, normalement ils doivent apprendre des choses quand même, plus ou moins vite. Nous, ce qui nous questionne, c'est d'aller le plus vite possible. Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour tester cette relation causale? Il faut rajouter un deuxième groupe d'enfants. Il faut rajouter un deuxième groupe d'enfants qui est équivalent au départ en langage, si on mesure le langage. On va mesurer au début et on va leur mettre, soit on leur fait pas d'entraînement, soit on leur fait un autre entraînement qui n'a pas à voir grand-chose avec par exemple, qui ne solliciterait pas le langage. Donc on leur fait faire plein d'activités de motricité. Et on va comparer en fait la progression dans les deux cas. Et l'idée, c'est qu'ici, on ne devrait pas avoir d'amélioration ou peu, en tout cas moins que dans cette condition-là. Et ça, c'est le seul moyen que les scientifiques ont trouvé pour tester la relation de causalité. Donc ça nécessite beaucoup de temps, d'accord? Ça nécessite beaucoup d'enfants, mais c'est le seul moyen qu'on a. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plein d'études sur le partage de livres de ce type-là. Donc on a le temps de notre côté. Et en fait, il y a eu plein d'études. Je vais vous expliquer tout ce que ça veut dire. L'idée, c'est pas que vous ayez un détail de la figure ici. Mais il y a eu tellement d'études qu'il y a des gens qui ont fait des analyses de toutes ces études. Donc ils ont fait des méta-analyses, des méta-études. D'accord? Donc par exemple, il y a une méta-analyse récente qui a été publiée en 2020, qui s'est intéressée en fait, qui a regroupé des études pour les enfants, enfin donc c'est des bébés et des jeunes enfants âgés entre 12 et 72 mois. D'accord? Donc de 1 à 5 ans. Et qui a regroupé plus de 19 études qui ont fait le protocole dont je vous ai parlé. Et à chaque fois, à l'intérieur des études, il y avait environ, des fois 100 enfants, des fois 200. Donc on arrive à un très grand nombre d'enfants. On passe la barre des 1000 ici. Facilement. Et qu'est-ce que, en fait, ils ont regardé? Donc là, vous avez les différents nombres d'études, etc. Et là, vous avez une manière de mesurer l'efficacité de l'intervention avec les livres. Quand la petite barre, là, le petit point que vous voyez sur la barre, la petite barre là, horizontale, c'est à quel point c'est variable. Mais ça ne nous concerne pas trop. Mais par contre, les points que vous voyez ici, c'est s'ils sont supérieurs à la barre du 0, ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire que la condition entraînement avec les livres, elle est meilleure qu'une absence d'entraînement ou un autre type d'entraînement qui ne sollicite pas le langage. Donc en gros, il y a un effet, et cet effet, il est robuste. Ça veut dire qu'il marche avec différents enfants dans différents pays. Il marche en Occident, il marche en Afrique. D'accord? Et il est bénéfique à différents moments, pour différentes populations. Il y a quelque chose d'extrêmement clé et un rôle extrêmement important que vous avez à jouer ici, que je n'ai pas noté, mais je vous le dis. C'est l'acculturation. Le fait d'avoir la culture du livre, la culture de la culture. C'est une chose qui est un prédicteur de la réussite. Ça marche si les enfants, donc évidemment ça marche, plus on le fait, plus on partage les livres, mieux ça marche. Bon, ça, vous auriez pu vous en douter, hein, voilà. Mais ça marche si les enfants ont aussi des livres dans leur environnement, qu'on leur en lit plein, et qu'il y a différentes manières de leur apporter les livres. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que s'il n'y a pas la culture dans la famille et que l'environnement à l'extérieur de la famille ne permet pas de compenser ça, ce type d'intervention marche moins bien. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle pour vous, ça vous met aussi un peu la pression, mais en tout cas, il y a un rôle clé ici, c'est pas le mien, c'est le vôtre.
Donc c'est pour ça que des journées comme ça sont aussi importantes. Ok, on a parlé des tout petits, donc ça aide pour le langage, la compréhension, mais aussi la production. On a mesuré les deux parce qu'en fait, on peut faire des questionnaires pour les parents, savoir si les enfants comprennent les mots alors qu'ils ne disent rien. Un bébé, on sait maintenant qu'il peut comprendre et mémoriser des mots de manière robuste, les mots qu'on utilise très fréquemment. Donc tout ce qu'il y a autour des rituels du coucher, tout ce qu'il y a autour des rituels de la lecture avant d'aller se coucher, par exemple. Ces mots-là, ils sont mémorisés pour le reste de leur vie dès l'âge de 6 mois. Alors que les enfants ne disent rien avant l'âge de 12 mois, des fois 18 mois, des fois 2 ans. D'accord? Des fois même plus tard. Donc on peut lire du Baudelaire à son bébé avant d'aller se coucher. Ça doit être une idée. Alors du Baudelaire, non, on va le faire. Je pense que c'est un peu en dehors de la zone d'apprentissage, la zone proximale de développement de ces bébés. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais je pense quand même qu'il faut avoir un contenu adapté, on va le voir. Honnêtement, je peux pas répondre de manière extrêmement catégorique, parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui ont fait des études pour savoir si Baudelaire ça marchait. D'accord ? L'intuition, c'est de se dire quand même que c'est bien aussi de travailler avec des experts et de la culture qui font des contenus adaptés. Et en fait, ça marche avec les enfants plus grands aussi, pour la compréhension de l'écrit. On va le voir, c'est quelque chose d'extrêmement important. Autant les enfants, ils arrivent, pour l'apprentissage de la lecture, ils arrivent à déchiffrer le code, la compréhension, c'est un problème. Lire des livres avec une instruction explicite ici, donc en leur aidant, en leur donnant des stratégies explicites pour comprendre ce qui se passe dans l'écrit, pour leur permettre de faire des inférences, etc. On va le revoir, c'est extrêmement important. Une étude faite par une collègue ici à l'université Grenoble-Alpes, Maryse Bianco, ancienne enseignante, qui ensuite a fait sa carrière dans la recherche en éducation, qui s'est concentrée principalement sur la compréhension de l'écrit. Je vous recommande son livre. Voilà, n'hésitez pas, je ne l'ai pas mis là, mais je pourrais le mettre quand je vous enverrai le PDF, la référence. Extrêmement important. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont suivi des enfants entre la moyenne section jusqu'au CP, donc de l'âge de 4 à 6 ans, 6 ans plutôt. Et en fait, ils ont comparé un enseignement explicite où on leur lit des livres avec un savoir-faire, où on pointe, où on leur pose des questions, on leur fait faire des hypothèses, etc., etc., par rapport à de la lecture offerte. Ceux qui ont eu l'entraînement explicite, donc ça, ce sont des scores de compréhension qui sont standardisés. Donc en fait, ce n'est pas les mêmes tests qu'on fait exactement en moyenne section, en grande section, en CP. C'est par rapport à la moyenne des enfants de leur âge, la moyenne des enfants du CP. Donc ça peut diminuer au fur et à mesure du temps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui augmentent leur score vraiment de manière forte, c'est ceux qui ont un enseignement explicite en moyenne section et en grande section. Avec des livres, la compréhension de l'écrit, avec un savoir-faire et avec une participation importante de l'adulte qui va guider la compréhension de l'enfant. Sinon, malheureusement, juste la lecture offerte, ça va aider pour l'acculturation, on est d'accord, mais c'est une condition qui est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, on va voir pourquoi ça marche. Un petit coup. Pourquoi ça marche à votre avis? Parce qu'il y a une relation entre l'adulte et l'enfant, une relation de confiance, de qualité. Oui. Vous avez d'autres suggestions? Parce qu'on développe des connexions dans le cerveau? Oui, tout à fait. La mémorisation, l'apprentissage, c'est des synapses qui se connectent, vous avez tout à fait raison. La confiance, un climat de bienveillance aussi qui s'installe.
tout à fait. Et de manière plus générale, en fait, L'attention partagée. l'attention partagée, là on voit qu'il y en a qui ont révisé avant de venir, c'est super, génial, parfait. Ça va faire une bonne transition, tout ce que vous dites. Vous avez d'autres suggestions? C'est pas facile, hein, je vous avais pas prévenu qu'il y avait une interro. Le partage de livres, ça crée un contexte idéal, extrêmement favorable pour les apprentissages. Parce qu'en fait, ça combine plein de choses. Et on va voir ce plein de choses, vous en avez déjà dit. Mais on va voir en détail ce qui se rapporte vraiment au langage. Alors, on va, si vous voulez bien, regarder ce qui va aider la forme du langage, qui va solliciter une forme. C'est la forme par rapport au contenu que je vous pose. Comment finalement la forme du langage va être modifiée, modulée, préparée pour favoriser, pour rendre un contexte favorable aux apprentissages et à l'apprentissage du langage. On va voir après le contenu. Est-ce que ça, je pense que vous l'avez tous remarqué, vous arrivez avec un bouquin, avec des tout petits là, et d'un coup, vous vous mettez à lire, et d'un coup, pouf, ils sont tous là autour de vous. Vous avez attiré quoi? Vous avez attiré leur attention. Le livre, quand il y a de l'acculturation, ça va être un aimant attentionnel. Et donc, au début, il est un peu là, c'est faible, d'accord? Et puis plus on va acculturer les enfants au livre, plus alors, ça va être automatique. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'attention, on va le voir, c'est le deuxième prédicteur de la réussite académique après le langage. Il faut combiner les deux pour qu'il y ait des apprentissages. D'accord? Si vous ne faites pas attention à ce que je dis aujourd'hui, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. En fait, ça ne rentre pas vraiment dans l'oreille. D'accord? Ça évite le cerveau, quoi. En plus, on a plus 18 mois. Donc l'attention, extrêmement importante. Alors là, je parle d'attention juste de l'enfant. Donc cette idée que le livre, plus on acculture, plus il va être un aimant attentionnel et qui va permettre de maintenir l'attention dans le temps. On appelle ça l'attention soutenue. On la soutient. On la maintient. Et en fait, vous voyez bien, un bébé, pour qu'il se focalise longtemps, c'est pas simple. Mais quand on lui lit un livre, quand on lui fait de la musique improvisée, quand on lui chante une chanson, oh, ils sont scotchés. Et ça, les artistes savent très bien le faire, d'accord? Scotcher les enfants, les adultes aussi, mais c'est les enfants aujourd'hui qui nous intéressent. Et ça, eh ben, on sait que pour le langage oral, d'accord, par définition, c'est quelque chose qui est temporel. Si on veut avoir la combinaison entre les mots, il faut qu'on ait la phrase entière. Donc, il faut qu'on maintienne son attention dans le temps. C'est pour ça que c'est aussi important, l'attention soutenue. Et les livres permettent de les scotcher, ils permettent de les attraper et de les maintenir. Donc, attraper 1, maintenir 2. Et ça a été dit, mais du coup, j'ai préparé la slide. Bravo. Il y a aussi l'attention partagée. L'attention partagée, elle est sollicitée par le fait que l'enfant va suivre le regard du parent et inversement, ou de la personne qui le lit, l'adulte souvent, et inversement. L'adulte va aussi beaucoup suivre ce que fait l'enfant. Et en fait, dans les recherches, alors,
peut-être de manière naïve, les chercheurs ont souvent pensé que c'était beaucoup l'adulte qui dirigeait beaucoup ce que l'enfant faisait. Et maintenant, on se rend compte que surtout pour les tout-petits, c'est vachement l'inverse, en fait. C'est surtout les tout-petits qui vont aller voir des choses et les adultes qui vont s'adapter. Et l'attention partagée, comment est-ce qu'on arrive à les lire? On arrive à la solliciter. On arrive à la solliciter avec le pointage. Le pointage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le pointage, il peut être oculaire, ça peut être la direction du regard de la tête. Il peut être manuel, on peut pointer du pied, hop, d'accord? On peut pointer du coude, okay. On peut pointer de plein de manières différentes. Mais finalement, le message est toujours le même. C'est regarde à cet endroit-là qui est mon intérêt d'attention. Pour qu'on puisse partager et communiquer à ce propos. Et cocal? Pardon? Demander ce que c'est cocal. Cocal, c'est vocal en fait, mais on va y arriver, désolée. C'est la première fois où je fais cette présentation, désolée pour la typo, mais c'est gentil de l'avoir. J'essaierai de l'enlever à vous envoyer le PDF. Le pointage cocal, oui, c'est ma nouvelle découverte. Voilà. Le pointage vocal, on va y venir. Merci. Pourquoi le pointage vocal, oculaire, etc., manuel, c'est hyper important? Parce que ça permet de réduire un truc qui s'appelle le problème de la référence, qui a été un problème qui a été défini par un linguiste Quinn en 1960. En fait, c'est quoi ce problème? Ce problème, c'est le problème de l'incertitude de la référence. C'est-à-dire que quand vous avez un bébé qui regarde une scène et qu'il entend une phrase comme « la cuillère est sur la table », pour qu'il arrive à apprendre ce que c'est que le mot cuillère, ben en fait, c'est pas si simple. Parce qu'il y a plein de candidats possibles ici. Il n'y a généralement pas un seul objet autour de l'enfant. C'est assez rare. Il y a souvent quand même plusieurs choses qui sont autour. On fait des actions aussi. C'est compliqué de savoir si le mot qu'on utilise, c'est un verbe qui va désigner une action. Est-ce que ça va désigner un objet? Est-ce que ça va désigner un concept? Bon. Donc là, c'est quand même compliqué. Donc l'enfant, il ne sait pas à quoi ce mot cuillère fait référence forcément. Par contre, quand on va lui faire du pointage, vous avez vu, je ne suis pas non plus la reine des effets spéciaux, chacun son métier. En tout cas, je me suis assurée du droit à l'image. Quand on pointe avec les yeux et qu'on dit la cuillère est sur la table, là, du coup, ça devient plus facile. Ok ? Ça permet de diminuer, pas complètement régler, mais diminuer ce problème de la référence. Et du coup, dans les livres, c'est pareil. Quand on pointe et qu'on dit « elle est où la cuillère » à l'enfant, « il est où le papillon ?» Tac. On va pointer nous, puis après c'est l'enfant qui va pointer. Ou inversement, l'enfant il pointe, donc on nomme. Ça c'est hyper important. D'accord ? La lecture juste offerte, sans geste de pointage, c'est moins efficace. D'accord ? Très important. Et du coup j'en profite pour encore vous mettre une vidéo de moi. Vous allez dire, elle s'adore celle-là. C'est une étude qu'on est en train de mener au Baby Lab, au laboratoire des bébés. Et en fait, justement, on regarde cet effet du pointage oculaire et de la direction de la tête. Il n'y a pas que les yeux qui bougent, il y a la tête. Donc on montre ce type de vidéo aux enfants. Il y en a plusieurs conditions. Une condition où le visage est entier, une condition où on porte un masque pour savoir l'impact des masques. C'est une étude qui va se dérouler à Fontaine, dans les crèches. Ou alors on met des lunettes de soleil pour justement savoir est-ce que c'est important d'avoir un visage entier pour répondre à cette question de santé publique quand même. Donc là je vous montre simplement la version visage entier où
par exemple, c'est pour des enfants à partir de l'âge de 16 mois. D'accord. Par contre, le son, je sais pas s'il va être bon. Non. Regarde! Vous entendez? C'est un cheval. Un cheval. Tu le vois, ce cheval? Il est joli, ce cheval. Voilà. Donc on leur montre des vidéos comme ça, puis après, donc Regarde! on a vérifié qu'ils ne connaissaient pas ces mots-là. Et après, on va regarder en fait leur capacité. Donc on a un dispositif qui s'appelle un oculomètre qui permet de suivre le regard des enfants. Donc on sait où est-ce qu'ils regardent dans l'image et à quel moment. Et en fait, on a regardé ceux qui regardaient dans l'image quand je regardais l'objet cheval, ou qui regardaient bien le cheval quand je regardais l'objet cheval, et qui regardaient sinon bien mon visage quand il fallait regarder le visage. Donc on a calculé finalement la capacité à regarder l'enfant qui regarde le cheval quand je suis en train de le nommer par rapport, alors cette fois-ci, soit c'est le visage, soit c'est l'autre, c'est le lapin. Et on a corrélé ça avec leur capacité à mémoriser ce nouveau mot qu'on vient de leur apprendre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est lié. D'accord ? Il y a une corrélation. Donc, plus les enfants suivent correctement du regard, meilleur leur apprentissage du mot est. C'est pour illustrer cette importance du pointage, qui va être du pointage, cette fois-ci, la direction de la tête, du pointage visuel. Mais il y en a un autre, c'est pas le pointage cocal, c'est le pointage vocal. Et le pointage vocal, qu'est-ce qu'on fait quand on lit à un enfant? Eh bien, on lit l'intonation. L'intonation, c'est quelque chose de fondamental. On appelle ça, dans notre jargon, la parole adressée à l'enfant. Quand on utilise cette parole, c'est un autre aimant attentionnel. Et le livre, lorsqu'il est bien fait, il sollicite cela. Et quand on est formé aussi à lire des livres, parce que c'est pas évident, on va utiliser cet outil, cette arme, si je puis dire, à notre disposition, pour scotcher les enfants. Et ça permet aussi de réduire le problème de la référence, on va voir pourquoi, et de maintenir aussi l'attention au cours du temps, cette attention soutenue. Alors, comment on sait ça? Donc la première chose, c'est vraiment sur l'attention au cours du temps. Voici l'intonation qui est représentée pour la parole adressée à l'adulte. Donc en gros, c'est assez plat, quoi. Quand on parle à un adulte, c'est relativement plat. Quand on parle à un enfant, oh, là c'est différent. Le chant de la voix, l'intonation va varier. Et ça, ils sont contents. Ils sont contents, ils vont venir vers nous quand on leur parle comme ça. Oh, mais c'est incroyable. Et en fait, on sait, ça marche très très bien, que la parole adressée à l'enfant, ils écoutent plus que la parole adressée à l'adulte. Donc quand il y a du bruit, par exemple, etc., qu'on veut attirer leur attention, il y a le livre, la parole adressée à l'enfant et le visage, qui sont vos armes. D'accord, pour l'attirer. Donc ça, c'est la première chose, ça les scotche. Et on sait que quand on parle à l'enfant, ils apprennent mieux. Parce qu'on pense que ça maintient l'attention dans le temps. Et on sait aussi, par des études de collègues, Hélène Lovenbruck, Raymond Doen, qui font partie aussi du projet Raconte, que ça aide aussi à un pointage bien spécifique. Parce que, si je vous dis, c'est Thomas qui a mangé la pomme, et vous me répondez, non, c'est Marie qui a mangé la pomme. Donc là, ça permet, en changeant l'intonation, ça permet de diriger l'attention sur la bonne personne, sur la bonne information. C'est aussi une forme de pointage. Et en fait, les recherches montrent que les enfants commencent aussi à être relativement tôt, être sensibles à ce genre de pointage vocal.
Et en fait, il y a aussi le pointage en visuel, il y a aussi des corrélats, c'est-à-dire qu'on va bouger la tête, etc. Et on sait que les enfants, ils bougent la tête, c'est une étude d'Esteve Gilbert et Hélène Lovenbruck qui montre qu'en fait, ils vont d'abord utiliser le fait de Marie, mais sans avoir trop l'intonation, puis après ils vont acquérir l'intonation. Donc ils sont aussi capables de réutiliser ces indices-là. Donc, ça s'appelle le focus prosodique, si vous avez envie d'avoir le terme. Scientifique. Alors, voilà. Pourquoi ça marche maintenant? On a vu la forme. Maintenant, on va regarder le contenu. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Vous tenez? Je bois un petit coup. Le contenu. Allons-y. Alors, tout à l'heure, on a vu que le langage oral, ça préparait pour l'entrée dans l'écrit. D'accord? Il y a deux choses très importantes. Dans l'écrit, il y a le code. Donc, arriver à faire correspondre les lettres au son. Et la compréhension pour la lecture. Il y a ces deux phénomènes-là, et en fait, ça ne repose pas sur les mêmes précurseurs. Ça ne repose pas sur les mêmes prédictions, sur les mêmes compétences. Et donc, il va falloir travailler les deux pour mieux préparer les enfants à l'entrée dans l'écrit. Donc, le code, c'est tout ce qui est les exercices de conscience phonologique. Vous savez, taper dans les mains, scander les syllabes qu'on va faire en maternelle. Ça va aider pour le code. Parce qu'en fait, ça va aider à faire comprendre à l'enfant qu'il y a des plus petits bouts à l'intérieur des mots qui correspondent à des sons, qui sont des sons et qui va faire correspondre à des lettres et des groupes de lettres quand on apprend à lire. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais aussi, et c'est surtout, en fait, les pratiques de book sharing, elles ne vont pas beaucoup aider à ça, elles vont beaucoup aider à ça. C'est travailler le vocabulaire, la syntaxe, la compréhension du langage oral. Tout ce que plus les enfants comprennent mieux en langage oral, meilleur ils comprendront le langage écrit. D'accord? Il y a un saut, il y a des différences, mais il y a quand même un lien. Bon, c'est quand même du langage après tout. Et en fait, ce qui pose problème aujourd'hui à l'école, c'est pas l'apprentissage du code, même si en fait, très important, plus vite les enfants ont appris le code, plus vite on a du temps pour s'attaquer au problème de la compréhension. Aujourd'hui, à la sortie du lycée, il y a 15% des élèves qui ne comprennent pas les textes suffisamment pour participer à la vie en société. Donc par exemple, pour pouvoir voter. D'accord, je ne vous dis pas de comprendre la critique de la raison pure de Kant. C'est pour pouvoir comprendre un article du journal relativement simple. D'accord? Alors que l'immense majorité s'est déchiffrée correctement. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre le paquet aussi sur le déchiffrage. Le déchiffrage, il faut que ça soit le plus efficace possible pour qu'ensuite on puisse passer plein de temps sur la compréhension. La lecture, on est d'accord. L'objectif, c'est pas de déchiffrer, l'objectif, c'est de comprendre. Mais pour pouvoir lire, il faut d'abord pouvoir déchiffrer. Donc c'est une condition qui est nécessaire avant. Et plus on la fait rapidement, plus on utilise des méthodologies qui ont montré leur efficacité, plus on va pouvoir évacuer et passer du temps sur la compréhension qui est là, qui est un truc super dur. Et la compréhension, vous pouvez la travailler à tout âge. Vous êtes des compreneurs et des compreneuses experts et expertes, mais vous pouvez encore vous améliorer. Donc il y a deux choses, le code et la compréhension. Donc aujourd'hui, là, on va regarder ce que le book sharing fait pour la compréhension. Hop là. Oula.
il est en train de... Je pense que j'ai plus de piles dans le truc. En fait, la compréhension, donc il y a plein de bouquins qui sont écrits dessus, la compréhension de texte, c'est un graphique qui est très compliqué. Ce que je veux que vous reteniez, en fait, de ça, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Et pour comprendre un texte, en fait, il faut d'abord identifier des mots. Et ensuite, il y a 3 blocs, si vous voulez, qui sont nécessaires. Il y a le bloc des connaissances, sur les émotions, sur savoir ce que c'est qu'il y a eu 2 guerres mondiales, par exemple, voilà. Le vocabulaire, la morphologie, la syntaxe, hein, on revient à l'histoire de la combinaison des mots. Les structures de texte, qui ne sont pas les mêmes, on utilise des structures de texte qui sont bien différentes de ce qu'on va utiliser dans le langage oral. Par exemple, la négation. Le ne, on l'utilise presque pas à l'oral, il est tout le temps là à l'écrit. Simplement ça, quand les enfants ils arrivent à l'écrit, ils sont... Tout ce qui est cognitif, l'attention, la mémoire de travail, en gros, la capacité finalement de la mémoire vive de l'ordinateur, les capacités du cerveau à faire attention, à manipuler les informations, ça c'est aussi extrêmement important. Et puis après, il y a tout un savoir-faire que vous faites sans vous rendre compte, sans vous en rendre compte, quand on lit des textes, et notamment il y a faire des inférences. Il y a plein de choses qui sont implicites dans un texte. Et du coup, eh bien les enfants, si on ne leur apprend pas à faire ces inférences-là, ils ne vont pas forcément les faire de manière automatique. Si je vous dis, Martin déboula sur le quai, il avait peur d'arriver en retard au travail. Qu'est-ce que vous avez fait comme inférence? Martin, il est où là? Il attend. Pardon? Il va prendre le train. Il va prendre le train, il a pris le métro, il descend du métro. Et voilà. Vous avez fait une image, vous avez fait une inférence. J'ai jamais dit qu'on était dans le train ou dans le métro, c'était pas dans ma phrase. Vous l'avez fait de manière automatique dans votre tête. Extrêmement important. Et ça, alors, les enfants où on a lu beaucoup de livres, on leur a posé des questions, mais il est où là, Martin? Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce que... Voilà, tout ça, on fait des inférences, on peut faire des inférences sur ses états internes. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et en fait, cette capacité-là, en fonction de l'acculturation, les enfants ne l'ont pas. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est enseigner de manière explicite comment on fait des inférences. Créer des horizons d'hypothèses. On va travailler avec la couverture et on va faire des hypothèses sur ce qui va se passer. Mais c'est quoi là qu'il y a sur le livre? Mais du coup, il y a un lapin? Mais est-ce que c'est une histoire à propos de lapin? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ça se travaille très tôt. Alors avec un bébé, c'est « Oh, un lapin !» C'est le lapin de Tati ou c'est pas le lapin de Tati? Bon, voilà, c'est différents niveaux. Mais on les entraîne à ça. On pointe, voilà. Et en fait, là désolé, c'est un peu une liste. Il y a plein de choses qui sont différentes entre le langage oral et écrit. Ça, c'est les difficultés principales. La liste est extrêmement longue. Mais c'est les grandes difficultés que les enfants rencontrent quand ils passent dans l'écrit pour comprendre. Et du coup, plus on les acculture à l'écrit, en les accompagnant, plus finalement ça va les aider. Donc les formulations, à l'écrit, elles sont beaucoup plus complexes. Les phrases sont plus longues que ce qu'on fait à l'oral. La syntaxe est plus complète, la nature linguistique. Il y a beaucoup de vocabulaire inconnu, par exemple. Le vocabulaire qu'on utilise à l'écrit, il n'a pas du tout... C'est pas du tout les mêmes mots souvent ce qu'on utilise à l'oral. Par exemple, vous voyez le mot sorcière. Dans la littérature de jeunesse, vous pensez qu'il est fréquent ou peu fréquent ce mot-là? Il est plutôt fréquent, non? À l'oral? Moins quand même. Ça arrive un peu moins souvent de parler de sorcière dans le quotidien. Ça dépend le quotidien, hein, mais... Ok.
un exemple comme ça, donc du coup, on va être confronté à plein de vocabulaire inconnus. Si au préalable, en fait, on a vachement travaillé la littérature de jeunesse très très tôt, quand on arrive et qu'on raconte des histoires de sorcières, on en sait déjà un paquet sur les sorcières. On sait que, voilà, elles ont moins un chaudron, un nez un peu avec une verrue, enfin ce genre de choses. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Autre chose, les anaphores. Un mot qui me posait beaucoup de problèmes. Mais en gros, c'est les mots qu'on utilise pour reprendre les personnages, les choses, etc. Donc c'est... donc si on reprend Martin, blablabla, Martin déboula sur le quai, il avait peur d'arriver en retard au travail. Ça, c'est une anaphore. Et en fait, quand il y a plusieurs personnages et qu'on dit « il », c'est pas toujours évident de savoir, en fait. Et les enfants ont beaucoup de mal avec ça. Parce qu'en fait, à l'oral, on répète beaucoup les mots, on ne le fait pas du tout à l'écrit, parce qu'il y a des effets stylistiques, parce qu'à l'écrit, c'est lourd, les répétitions, alors qu'à l'oral, en fait, on dit vachement les prénoms des gens. Et puis on va avoir des indices qui vont nous permettre de savoir de qui on parle, etc. Ce qu'il n'y a pas du tout à l'écrit. Et du coup, ça va poser des problèmes aux enfants. Donc plus on les acculture à ça, mais c'est qui? Mais qui c'est qui est pressé là? C'est Martin ou c'est Jean-Louis? D'accord? Ça, c'est important. Et aussi, c'est qu'à l'écrit, il y a moins de connecteurs logiques. Et puis, alors, il y en a moins, en fait, qu'à l'oral. Et ça, du coup, ça perd en structure pour les enfants pour comprendre, se représenter les choses dans le temps. Et donc, du coup, ça, c'est les connecteurs logiques, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les enfants. Donc, en travaillant les livres, quand vous choisissez aussi vos ouvrages de littérature de jeunesse, faites attention à ça. Voilà. Il me reste une slide, une diapositive. Ouais, voilà. Donc les conclusions. Indiscutable book sharing. Personne ne va vous remettre en question. Les preuves sont terrassantes, ça marche. C'est pas une baguette magique. Ça va pas régler tous les problèmes. Mais comme ça n'existe pas, à part peut-être avec les sorcières, mais ça, voilà. Du coup, ça aide pour le langage oral, le langage écrit, l'attention aussi. Voilà. Donc indiscutable. Mais par contre, c'est important ça, l'histoire, il y a un savoir-faire. Les savoir-faire pour les tout petits, c'est l'utilisation de la parole adressée à l'enfant, le pointage, la capacité à questionner, poser des questions, faire trouver dans les illustrations à chaque fois le personnage principal ou celui dont on parle, faire des hypothèses. D'accord, c'est pas au niveau scientifique, hein. On n'est pas en train de leur dire alors l'hypothèse A, l'hypothèse B. Non. C'est qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais expliciter l'implicite, en fait, quand on regarde, on prend n'importe quel passage, n'importe quelle phrase, comme Martin déboula sur le quai, on a de l'implicite. On en a dans « Peux-tu me passer le sel ?» Explicitement, la question c'est « Es-tu en capacité de me passer le sel ?» Implicitement, ce qu'on demande c'est « Est-ce que tu peux me l'envoyer en fait ?» Mais quand tu dis « Peux-tu me passer le sel ?» c'est « Est-ce que tu es en capacité ?» Donc déjà là, dans cette petite phrase du quotidien, il y a un fort implicite. L'écrit en est truffé. Donc c'est très important. Repérez-les, explicitez-les, posez des questions. Et les procédures invisibles, c'est les inférences. D'accord. Voilà. J'ai une petite minute pour juste vous présenter les petites plateformes que je co-coordonne, si vous avez encore un petit moment d'attention. Je me fais la petite pub. Donc comme ça a été dit en introduction, je co-coordonne 2 plateformes. Il y en a qui s'appelle le Baby Lab ou le laboratoire bébé. Il y a des flyers, je vous les mettrai à la sortie.
Et il y a en fait une autre plateforme qui s'appelle le Pupillab. Alors on a mis en anglais parce que ça permet de voir aux chercheurs étrangers qui comprennent, ça veut dire pupille, ça veut dire élève. En gros, c'est le laboratoire des écoliers, on préfère l'appeler comme ça. Et en fait, ce sont deux plateformes qui sont là pour favoriser les recherches sur l'éducation et sur la réduction des inégalités. Donc, on cherche des familles de volontaires, d'accord ? Inscrivez-vous. Non, parlez-en. Et parlez-en. Et parlez-en autour de nous, bien sûr. On a différents moyens pour s'inscrire. Vous pouvez écrire un mail, on a des formulaires en ligne. Tout ça respecte évidemment la protection des données. D'accord ? On demande l'information minimum. Mais par exemple, quand on fait des études avec des enfants qui ont un trouble attentionnel, eh ben, on veut chercher des enfants avec un trouble attentionnel. C'est pas facile toujours à accéder à ce type de population. Donc c'est quelque chose qu'on demande. Par contre, c'est stocké sur des serveurs sécurisés de l'université. Mais on ne demande pas la pointure des pieds, quoi. Hein. On demande l'information qui nous intéresse et seulement celle-ci. Le Baby-Lab, je co-coordonne avec Olivier Pascalis, mais il y a plein de chercheurs qui sont associés au Baby-Lab. Hélène Lowenbrück, Marion Doen, Mediarts, on travaille beaucoup avec eux, qui se situe au bâtiment Michel Dubois sur le campus. D'accord ? Donc vous avez le site ici, et sur le site il y a un lien pour s'inscrire si vous souhaitez participer à nos études avec vos propres enfants. On va jusqu'à l'âge de 3 ans. Et après, voilà, donc juste du coup, on travaille sur différentes choses, la reconnaissance des visages, l'influence de la musique, le partage de livres maintenant, ça va commencer avec un étudiant en thèse que je encadre. L'apprentissage du langage, vous avez vu, je vous ai montré un petit exemple. Et aussi les relations sociales, l'émergence des stéréotypes, les différences de genre, comment est-ce que les enfants perçoivent, les relations entre individus, les espèces de hiérarchies, qui gagnent. Voilà, tout ça, ça va avec, par exemple, comment ça s'appelle en français, c'est bullying, c'est quand les enfants ils sont malmenés à l'école. Harcèlement, merci. Donc voilà. Donc on fait plein de choses, c'est des exemples, en fait c'est plus vaste que ça. Mais en gros c'est un échantillon. Études sur par exemple l'influence de la musique pour le développement du langage dans les crèches, auxquelles différentes personnes ont participé ici. Voilà. Mediarts, les crèches à Fontaine et d'ailleurs. Et le Pupillab de Grenoble. Donc 3 co-coordinatrices, donc Fanny Gimbert, qui elle est au laboratoire de sciences de l'éducation. Enfin, c'est marrant, ça s'appelle Laboratoire des recherches des apprentissages en contexte. Donc c'est que des chercheurs qui travaillent sur les apprentissages en contexte à l'école, donc en situation de vraiment là où les apprentissages se font. Et puis Sandra Cotreau, qui était ancienne coordinatrice de la plateforme Naître et Devenir, qui est le suivi des enfants prématurés nés au CHU de Grenoble-Alpes, qui maintenant qu'on a le plaisir d'avoir avec nous, et qui coordonne en fait toutes les familles. Donc l'idée c'est qu'on a 2 plateformes qui nous permettent d'accueillir des familles pour que ces familles puissent participer à différentes études. Les études du Baby-Lab, elles sont représentées ici. Les études du Pupillab, ou du laboratoire des écoliers. Un exemple ici. Donc je pense que ça va faire plaisir à Denis. Il y a toute une étude sur l'impact des écrans et sur comment, alors ça c'est pour les adolescents et les jeunes adultes. Parce qu'il y a un moment en fait, les écrans on est quand même obligé d'en avoir un peu. Donc comment est-ce qu'on peut réguler? Et là c'est comment est-ce qu'on peut avoir une application qui permet de dire wow, là ton moment d'écran là ça suffit. Est-ce que tu ferais pas autre chose? Et qui propose différentes activités. Donc là du coup, il y a cette application qui est en test sur des adolescents et des jeunes enfants. Des études sur la parole intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants? Alors ça c'est, voilà, il y a une émission sur France Inter d'Hélène Lowenbrück sur Grand Bien vous fasse qui est passée hier à 11h. Vous pouvez aller regarder, il y a du podcast. Une étude aussi sur comprendre le langage oral, le lien entre le langage et l'attention. Tiens, on en a parlé aujourd'hui, non? Voilà. Ce sont des exemples, il y en a plein d'autres. Est-ce que les enfants apprennent mieux assis que debout? Quand est-ce qu'il faudrait peut-être les mettre debout si ça peut les aider pour leur attention? Ce genre de choses.
Voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Mathilde. Il nous reste un petit quart d'heure avant de faire la pause pour enchaîner sur l'expérience à vous partager du Labo Raconte après. Est-ce que vous voulez poser des questions à Mathilde ou des réactions que vous auriez? Peut-être vous dites d'où vous parlez. D'accord. Donc moi je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis une bénévole d'une petite médiathèque, mais j'ai des enfants et des petits-enfants, et j'ai toujours entendu qu'il ne fallait pas dénaturer le texte qu'on lisait aux enfants, et qu'il fallait rester sur le texte. Alors je ne sais pas si d'autres que moi ont eu ça. Alors bon, c'est impossible. Moi de toute façon, avec mes petits-enfants, je fais ce que j'essaye de... Enfin, je fais spontanément ce que vous dites. Donc heureusement, mais je ne sais pas d'où vient cette voilà, cette idée-là. C'est une super question. Merci. Alors je pense que ça vient peut-être aussi, donc on est d'accord sur le fait qu'un livre, en fait, il peut se lire de manière différente. Le fait peut-être que ça vient du fait que, vu qu'il y a besoin quand même d'être dans un bain de langage écrit, si on le dénature totalement tout le temps avec du langage oral et que ça devient une histoire racontée en mode langage oral uniquement, il y a des livres comme ça où en fait c'est du langage oral écrit. Si on ne fait que lire ça, on ne prépare pas les enfants à passer dans l'écrit. D'accord ? Donc on leur donne du vocabulaire, etc. Mais on ne prépare pas les enfants à la structure de l'écrit. Donc c'est peut-être les raisons pour lesquelles, en tout cas au niveau scientifique, puisqu'il y a peut-être des raisons artistiques, culturelles, qui sont liées à ça, mais en tout cas pour mon côté, le fait de... cette idée de ne pas vouloir dénaturer le texte, parce qu'il y a quand même un intérêt à exposer les enfants au texte écrit. Mais en fait, c'est rare qu'on lise quand même une seule fois un livre. En général, les adultes, ils en ont un peu marre de toujours relire le même livre. Donc là, je pense que voilà, il y a le langage écrit, il faut qu'il soit exposé au langage écrit. Et puis, il y a aussi, quand on relit, on peut faire des digressions quand même. C'est même encouragé pour qu'il y ait une plus grande richesse d'exposition. C'est ce que je dirais. Ça a répondu à votre question ? Oui, mais je me demandais si c'était une évolution. Ce que vous présentez là, si c'est une évolution liée justement aux études scientifiques qu'on peut faire. De dire c'est un moment de dialogue avec l'enfant, c'est un moment où il acquiert des choses. Voilà. Alors, est-ce que c'est une évolution ? Alors, en tout cas, on a le recul aujourd'hui de plus de 50 ans de recherche pour savoir comment ça marche. Donc voilà, en toute honnêteté, j'ai pas reviewé moi-même 50 ans de recherche, on est bien d'accord. Hein. Je me suis aussi appuyée sur des gens qui l'ont fait avant moi. Hein. J'arrive pas là toute seule à... Voilà, je vous donne juste la synthèse de plein de recherches, voilà. Merci. Il y a une question là-haut. Lola. Pour rebondir, donc Lola, le lièvre, metteuse en scène et puis voilà, le spectacle qui propose d'ailleurs un bain de langage. Et pour ceux et celles qui l'ont vu, celles surtout, il y a un moment, il y a justement une comédienne qui parle, c'est Fabienne qui est là, qui parle avec un langage élaboré, et qu'on pourrait dire même comme quand on se parle en étant des adultes et peut-être avec moins ce phrasé qu'on voyait tout à l'heure. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez sur les lectures, je pense qu'il y avait l'histoire de la lecture choisie qui est offerte, dans la lecture ouverte, vous disiez tout à l'heure, et finalement ça va peut-être être ça, un spectacle, parce que forcément ça chemine les études, et il y a des choses qui ne sont pas
pas au même endroit, parce qu'effectivement, moi je viens plutôt du théâtre où je vais dire on respecte le texte, la parole d'un auteur, toute une ligne, et en même temps il y a le moment où effectivement, où par ailleurs je suis maman, je peux lire à ma petite fille tout ce qu'on se dit, les liens, où on renomme, on pointe, etc. Et du coup, je pense que les deux sont un ensemble et nourrissent tout, quoi. Je pense qu'il n'y a pas une réponse, il faut lire de cette manière, ou il ne faut pas lire de cette manière. C'est aussi tout un contexte. Je pense que c'est extrêmement important. Donc il y a effectivement, donc pour rebondir, je pense que c'est bien de le lire de différentes manières. Par contre, il y a quand même des grands principes. Si on veut solliciter le langage, ça dépend quel est l'objectif, ça peut juste être le plaisir. D'accord? Ça c'est autre chose, mais ça je peux pas vous en parler, c'est pas mon expertise. Je peux vous en parler sur le plan personnel, mais enfin je suis pas là pour ça. Ma casquette c'est qu'est-ce qui va favoriser le langage. Et on sait qu'il y a quand même des grands principes sur l'utilisation de la parole adressée à l'enfant. Alors si par contre vous parlez tout le temps en parole adressée à l'enfant, s'il n'y a pas de variation, parce qu'en fait, c'est pas le fait de tout le temps chanter, c'est le fait de changer aussi, qui attire et qui maintient l'attention. Donc c'est le fait d'avoir des silences, c'est le fait de... Voilà, donc c'est pas... Une histoire de rythme aussi. Exactement, de rythme. Voilà. Donc... Plus précisément, improvisation. Dans le fait de parler moi je suis animatrice d'un relais petite enfance. Super. Et qui ai participé à Babylab. J'ai participé au projet Babylab avec ça. On a beaucoup parlé du fait de mettre des signes, enfin plutôt que justement de partir sur le livre et on s'en tient un livre. Mais à un moment donné, oui, on peut improviser aussi avec des sons, avec autre chose. Voilà, c'était dans ce sens-là. C'est la place à l'imprévu dans la lecture. Ouais, alors voilà, donc du coup, je pense qu'effectivement, respecter la parole de l'auteur, souvent quand même les gens qui écrivent des livres, ils ont réfléchi avant. Donc, et il y a souvent de l'expertise, enfin, la plupart du temps, il y a quand même de l'expertise, et du coup, c'est hyper important. Donc effectivement, avoir... la possibilité de se laisser porter par l'outil, mais aussi de pouvoir se l'approprier. Et voilà. Alors après, c'est important d'abord qu'il y ait l'acculturation. Donc les enfants, la première chose, c'est qu'il faut que vous ayez envie de lire aux enfants. Si vous n'avez pas envie, si vous forcez à faire des choses, ça ne va pas marcher parce que ça va diminuer la fréquence. Mais du coup, voilà, gardez quand même en tête cette question qui est un peu ambivalente et qui est une énorme question en éducation de manière générale. J'ai pas la prétention d'avoir quelque chose de la baguette magique, la solution. Mais c'est toujours penser, si vous voulez solliciter le langage, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Donc pensez, en général, en fait, on le fait assez bien de manière intuitive. Mais pensez à cette parole adressée à l'enfant, à ses pauses, à ses pointages. Et Mathilde, du coup, effectivement, tu n'as pas de baguette magique, tu n'as pas la solution, mais nous non plus. Et c'est bien aussi sous le signe, là, cette journée-là, de la complémentarité des regards, que c'est important et de rendre les choses effectivement vivantes dans nos échanges et dans la complémentarité des points de vue. Il y avait une question ici. Bonjour, merci pour votre intervention passionnante. Je m'appelle Isabelle, je suis bibliothécaire et moi je trouve que votre intervention elle amène des questions pour les professionnels de l'enfance et de la culture que sont les bibliothécaires, à savoir qu'est-ce qu'on propose comme type de lecture, parce qu'en fait c'est pas la même chose de lire un texte à un groupe de 12 ou 20 et de lire un texte à 1 ou 2 enfants. Parce que là, la démarche peut être complètement différente. Et j'entends bien l'intérêt qu'il y a à respecter le texte, et je pense que c'est peut-être super important de bien pointer tout ce qu'il y a au niveau de l'apprentissage par immersion. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. Des fois, il y a des...
des personnes qui s'interdisent de lire des textes en disant ouais mais il y a des mots compliqués là-dedans, il ne va pas tout comprendre. Mais en fait, on n'a pas attendu que l'enfant comprenne tout pour pouvoir lui parler et pour utiliser les mots qu'il ne connaît pas. Et c'est pareil pour la lecture, c'est hyper important de nourrir à ce moment-là. Et c'est dans une situation où on va se retrouver avec un ou deux enfants auxquels on lit qu'on va pouvoir voir, ah bah tiens là, visiblement, en voyant la tête de l'enfant, il y a un truc qu'il n'a peut-être pas compris. Il faut peut-être s'arrêter là pour expliquer le mot ou le contexte ou ce qui est implicite et qui est pas forcément évident du premier regard. Ouais. Donc, moi, il me semble que c'est par rapport à ces dispositifs. Et du coup, je me dis, bah, ça pose aussi la question, on entendait dernièrement parler dans les structures petite enfance du mal-être, par manque de personnel, bah, ça veut dire qu'il faut aussi du monde dans les structures petite enfance pour pouvoir lire, parce que pour avoir ce temps particulier avec des enfants de manière individuelle. Merci. Waouh. Bon, c'est chose. Oui, c'est juste là, effectivement le groupe, la relation, l'attention soutenue de 1 à 1 et l'attention soutenue et conjointe avec un groupe. Peut-être là-dessus, tu peux. T'en as déjà dit beaucoup, Mathilde, mais qu'est-ce que ça te évoque? Ça m'évoque que c'est un problème récurrent dans l'éducation. Hein. On arrive très bien à faire apprendre des enfants quand on en a 2 en classe. Quand on en a 30, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Ce que je peux vous dire, en sachant que je travaille constamment avec les enseignants, j'enseigne à l'INSPE, donc la formation des enseignants, j'enseigne à des éducateurs de jeunes enfants, des professionnels de la petite enfance aussi dans le cadre de différents DU. Donc j'ai bien conscience que ce type de choses que je vous dis, c'est difficile sur le terrain. Et il y a des questions de manque de personnel qui sont évidentes, mais là du coup, moi je fais tout ce que je peux pour montrer, mais après c'est aux politiques de s'en saisir par ailleurs. Donc on peut imaginer mener une étude avec des recherches et voilà, il y a la division des classes de CP, le dédoublement des classes de CP, c'est un truc comme ça, hein, ça vient des scientifiques, hein, ça vient pas des politiques. Enfin, bon. En tout cas, les scientifiques ont beaucoup poussé, on va dire. Évidemment, quand on est en petit groupe, ça marche mieux qu'en grand groupe. Ça, c'est sûr. Il y a une question qui est hyper importante, c'est la question parce qu'en fait, la question des groupes homogènes. Des enfants qui n'ont pas... Parce que il ne faut pas se réfréner de lire et de faire lire aussi et comprendre des textes où il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. D'accord ? Le 100% déchiffrable, quand on fait de la compréhension, ça n'a aucun sens. Par contre, quand on apprend à décoder pour des enfants, il faut que la plupart des choses, ça soit décodable pour eux, sinon ça... Voilà. 100%, c'est pas forcément le cas parce que ça dénature complètement le texte, d'accord, quand les enfants apprennent à lire. Pour le vocabulaire, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il fallait qu'ils aient 100% de vocabulaire, qu'il soit accessible. Par contre, si on leur fait lire un passage de la critique de la raison pure de Kant, ils vont rien comprendre. Donc il y a quand même une notion, il faut que ce soit à leur portée, quand même. Cette notion de zone proximale d'apprentissage, zone proximale de développement. Donc en fait, on peut leur donner un livre qui est, si on dit que là c'est trop dur et là c'est trop facile, on peut leur donner quelque chose qui va flirter un peu avec le dessus. Mais il ne faut pas que ça soit trop loin, parce que sinon, si on veut, par exemple pour le contenu langagier qu'ils apprennent les mots, s'il y a trop de mots qu'ils ne comprennent pas, vous allez les saturer, ils vont faire une inférence. Déjà c'est bien ces enfants. Et vous aussi, ça va être hyper compliqué parce que vous ne pouvez pas tout expliciter. Donc il y a le choix de l'outil qui est hyper important. Mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse faire progresser aussi. Et il faut qu'ils puissent aussi se confronter à la complexité de l'écrit. Mais qu'il faut qu'elle soit mesurée. Et il faut qu'elle soit accompagnée. Juste faire des lectures offertes avec des mots compliqués, les enfants, ils vont pas... Ou alors très peu, ceux qui n'ont pas besoin qu'on les aide, ils n'ont pas besoin. Attends, c'est quoi un céphalopode? Ça arrive rarement quand même. Et ceux qui posent la question, c'est pas ceux qui ont le plus besoin de la poser en général. Hein. Merci Mathilde. Je redis aussi juste que, moi ça m'évoque aussi, tout dépend toujours de quoi, qu'est-ce qu'on cherche. Ça repose la question toujours
et je fais le pont avec ce qu'on va se dire après, et c'est de reposer ça. Je suis maître du temps, c'est très frustrant, mais j'ai 2 dernières questions, et on fera la petite pause de 10 minutes, et j'ai 2 mains qui se sont levées, une par là. Bonjour, Sarah Favori, je travaille à la médiathèque départementale de l'Isère. Et déjà pour commencer, je pense qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages pour tout petits qui sont déjà très interactifs et qui permettent de lire en groupe avec pas mal d'interactions et au secours, voilà le loup, etc. Avec Corinne Dreyfus aussi, parce que je m'occupe du projet 38 Rondins de distribution de livres des tout petits par les centres de protection maternelle et infantile. Et donc, pour les bibliothécaires du Grésivaudan, certaines ont pu recevoir Corinne Dreyfus, et je crois qu'elle a participé à la Villale aussi. Et le livre qu'on donne actuellement, c'est encore un livre de Corinne Dreyfus qui a une image-histoire, d'après elle. Et justement, c'est un image-histoire. C'est-à-dire qu'il y a une petite histoire de balade au port de l'Isère. Et du coup, il y a un oiseau, un canard, et en fait, naturellement, les enfants, en groupe ou tout seuls, vont aller dire « Ah bah ça, le canard, etc. » Et même à la fin, quand Corinne Dreyfus le lisait, elle disait « À votre avis, les petits poissons, ils dorment où ?» Et tout de suite, ils montraient l'eau en disant bah, « Ils dorment là. » Et effectivement, c'était une inférence, parce que c'est pas écrit dans le livre où dorment les petits poissons, mais ils savaient que c'était forcément là. Et d'ailleurs, on a un puzzle tiré de ce bouquin, si vous voulez qu'on prête à la médiathèque. Voilà. Sinon, je voulais rebondir aussi sur le fait que ça commence à être un peu à la mode de parler aux tout petits, de leur apprendre la langue des signes. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Ouais, on va tout balayer. C'est hyper riche, merci pour ces questions. Hein. Vraiment merci pour chaque intervention, c'est génial. Langue des signes, donc le baby sign. Donc, on a vu que l'histoire de... Bon, merci pour le fait de dire qu'il y a des ouvrages qui existent déjà et qui sont très bien. Et voilà. Moi, par exemple, je ne travaille pas beaucoup sur la littérature jeunesse, je travaille beaucoup sur le langage oral. Donc, voilà, c'est bien qu'il y ait d'autres gens, qu'il y ait d'autres compétences. Donc, merci pour cette complémentarité. Et ce que je voulais dire, c'est que la langue des signes, en fait... comme elle est utilisée, en fait c'est pas une langue des signes avec une syntaxe, c'est juste des signes qui sont associés à des mots. Donc en gros, ça va aider pour on va changer la couche, merci, ce genre de truc. Donc c'est des mots isolés. Donc c'est pas un vrai langage. Parce qu'on a vu, hein, le langage, c'est quoi l'essence du langage? C'est la syntaxe, la combinaison des mots entre eux. Donc tant qu'on n'apprend pas une langue à un enfant qui va remplacer le langage oral, d'accord? Les gestes, il y a des études qui suggèrent que les gestes, oui, viennent supporter l'apprentissage. Sur le baby sign en particulier, il y a quelques études, mais on n'a pas un recul suffisamment important pour que je puisse vous donner quelque chose. Mais en tout cas, je ne suis pas bien inquiète. Je veux dire, voilà, ça ne va pas révolutionner, ça va peut-être diminuer un peu la frustration, parce qu'on sait quand le bébé pleure, si c'est parce que s'il arrive à faire le geste, c'est parce qu'il a faim ou parce qu'il faut changer la couche. C'est pas la même chose. Donc ça peut aider dans les gestes du quotidien. Nous, sur les apprentissages du langage, etc., on pense qu'il peut y avoir des petites choses, mais que ça ne va pas être quelque chose de fantastique, justement parce qu'il n'y aura pas cette combinatoire. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que sinon, on rentre dans la langue des signes que les personnes, par exemple, malentendantes utilisent. Parce qu'ils n'ont pas le langage oral. Donc là, ils ont une syntaxe. Et là, du coup, c'est un autre monde, c'est une autre langue. Donc si on veut qu'ils aient la langue oralisée, je pense que c'est quand même important. Enfin, il y a quand même beaucoup de difficultés au niveau social d'utiliser une langue différente, et la langue des signes, c'est encore plus compliqué, parce que c'est pas une langue orale. Donc voilà. Je sais pas si ça répond un peu à votre question, mais en gros, voilà, faire des tonnes et des tonnes là-dessus, je pense que ça vaut pas forcément le coup, mais si on voyait que ça aide, bah pourquoi pas. Merci Mathilde. Je prends donc la dernière question. Merci. Ce sera peut-être redondante par rapport à votre discours. Laurence Martinez de la médiathèque départementale de l'Isère. J'ai attendu les retardataires, donc j'ai raté la grande partie de votre intervention. Moi, je m'interrogeais, j'ai voulu rebondir sur le bas de langage et sur l'intérêt qu'on pouvait avoir à lire des choses qui, pour le coup, sont
complètement... vous parlez de Kant, mais moi j'ai lu Le Petit Prince à mes enfants, ils avaient 2 mois, 1 mois, voilà, y compris intra-utéro. Voilà, est-ce que ça a un intérêt, effectif, ce bas de langage qui n'est pas associé à des représentations, à des choses, qui est associé plus à du rythmique, à une relation, à du relationnel, à une interaction entre l'enfant et l'adulte. Et est-ce que ça peut avoir, est-ce que vous avez des recherches là-dessus, est-ce que ça peut avoir un résultat sur l'apprentissage du langage et sur la facilité à négocier le langage écrit aussi, puisque c'est du langage écrit qu'on leur donne. Moi, mon souci, c'était effectivement de sortir du « t'as faim, machin, c'est joli, mon bébé comme il est beau ». Voilà, c'était de sortir vraiment tout de suite de la pauvreté orale, je trouve, de l'interaction qu'on peut avoir avec des bébés. Parce que la pauvreté orale, en général, qu'on a dans un quotidien, y compris avec les adultes. Voilà. Peut-être vous pouvez prendre rendez-vous. Non, excellente question. C'est génial. Merci encore une fois de poser ces superbes questions. J'adore Saint-Exupéry, d'accord. En gros, sur la forme, oui. Sur le fond, un peu moins. Parce que Saint-Ex, c'est un enfant de... Enfin, le Petit Prince, un enfant de 2 mois, voilà. Donc sur la forme, si on utilise la parole adressée à l'enfant, etc. Il y a des choses que les enfants vont capter. Il y a aussi d'autres choses que les enfants... j'ai pas... C'est valable pour le langage oral comme le langage écrit. Les enfants, en fait, quand ils perçoivent le langage, ils vont faire des statistiques dessus. Alors, on verra, je vais vous faire tout un cours là-dessus. Et en fait, ils vont se rendre compte, au bout d'un moment, que devant les noms, il y a des déterminants, comme le, la, les. Et puis, devant les verbes, il y a d'autres trucs. Donc, si vous prenez le mot fraise, qui peut servir de verbe ou de nom, d'accord? Si vous mettez « je fraise », c'est un pronom, donc il y a des chances pour que ça soit suivi du verbe. Si vous mettez « la fraise », et ben c'est plutôt un nom. Donc, quand on va lire des textes un peu plus compliqués, où le vocabulaire, du coup, est pas forcément au niveau, d'accord, c'est pas dans leur zone proximale de développement ou d'apprentissage, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire, à la limite entre la forme et le contenu, si je peux m'exprimer ainsi, sur ces statistiques-là. Donc en gros, effectivement, il faut parler aux enfants. Et quand on va changer la couche ou quand on veut lire un livre, eh ben, tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est bon. Il vaut mieux un bain de langage que pas de langage ou trop de pauvreté de langage. Plus que ça, je peux pas dire, parce qu'il n'y a pas d'études. Et là, du coup, je rentrerai dans mon point de vue personnel et on n'est pas là pour ça. Mais merci.